Monsieur Ama Pierrot, à l'instant, le TGG, de très grand général, sur cette chanson qui nous renseigne sur la solidarité et essaie de raviver en nous la flamme de solidarité qui sommeille, ça il faut le dire, depuis un temps déjà dans le cœur des Camerounais. Réveillons-nous les gars, soyons solidaires, parce que tout ceci ne peut être pérenne que grâce à notre solidarité. Une main ne peut pas attacher un paquet, le dit-on souvent, et donc c'est ensemble qu'on pourra faire quoi? Arriver à l'émergence, même si moi j'y vais pas toujours en ayant à l'esprit que c'est une question de émergence comme slogan, d'accord? Émergence comme vers là on veut aller, naturellement, une expression qu'on emploie parce que on veut émerger naturellement, mais pas parce que le slogan. Parce que souvenez-vous, ça fait bizarre un peu, c'est une question de psychologie pour certains qui, à un moment, quand ils veulent s'engager, se rappellent que c'est un discours politique et se disent « Ah, c'est politique, franchement, ça sert à rien ». Ils sont découragés tout de suite, ils s'arrêtent. Et pourtant, loin du discours politique, il y a la définition de l'expression « émergence » qui fait qu'à un moment, si vous avez le souci d'émerger, donc d'être émergent dans votre communauté, dans votre, je ne sais pas, impacter ce que vous avez autour, et si jamais la nation en profite, allez-y sans toutefois penser que l'expression émergence qui a une coloration politique aujourd'hui est politique. Et donc c'est la différence qu'il faut faire à un moment, parce que souvent en vérité on joue avec les mots et puis là psychologiquement certaines personnes sont diminuées parce qu'elles entendent ces mots. C'est comme il y a une autre expression, on l'appelle comment, se justifier. Alors vous allez entendre dans des discussions, ouais, tu veux toujours te justifier. Bon, mais attendez, il faut donc faire la différence entre définir se justifier et l'attitude que la personne a tout le temps de se justifier. Parce que quand ça devient une attitude habituelle, d'accord, on se dit, oh, finalement, la personne n'a jamais eu tort, la personne ne sait jamais s'arrêter à un moment dire, sorry, I apologize. Tu vois, genre s'arrêter et dire, bah, j'avais pas vu la chose comme ça. Désolé, que chercher toujours à se justifier. J'ai dit se justifier. Là, ça va sonner comme Emmanuel est sur notre plateau déjà, hein, et le psychothérapeute qui est avec nous, on va revenir sur une expression comme celle-là, et l'effet que ça fait. Parce que pour moi, d'après moi, on en discutera également avec lui, d'après moi, ça fait double tranchant. Emmanuel, bonjour. Pourquoi en parler celle alors que vous êtes même déjà à côté? Good morning, how are you today? Ça va très bien. Le week-end a été formidable. Merci. Alors, je suis parti de l'expression émergence, en disant aux gens, ça peut être un frein psychologique pour certains qui pensent que c'est un discours politique, puisque l'expression a été employée dans le discours politique, émergence à l'horizon 2035. Et pourtant, dans la définition de l'émergence, c'est aller vers le plus important, aller vers la construction, aller vers l'émergence. Là, vous voyez, ça change un peu la perception, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bonjour, chers amis. Bien sûr que ça change la perception, mais l'émergence, c'est d'abord individuel avant que ça soit global et universel. L'émergence, c'est une phrase qui veut dire que je ne suis pas fier de là où je me trouve. Voilà. Donc, il y a forcément quelque chose que je peux faire pour améliorer mon état. Il est d'abord important qu'on ait une consensus de quoi on n'est pas fier. Oui. Hein, de quoi on n'est pas fier en tant qu'un individu, en tant que une communauté et une société. Oui. Voilà. Donc ces définitions sont très importantes parce qu'on peut émerger dans les sens très différents, contradictoires. Loin du discours politique. Voilà. Non, comment peut être un frein pour certains en disant que l'émergence, c'est une tendance naturelle humaine. C'est-à-dire, il faut être toujours dans la démarche d'améliorer sa situation, que ce soit morale, que ce soit physique, que ce soit physiologique, que ce soit mental et que ce soit même dans votre vie professionnelle, financière, ainsi de suite, en termes de ce que vous définissez comme votre confort. Il y a quand même des normes et des valeurs universelles qui essayent de cadrer ce qu'on peut dire, voilà, et qui peuvent dire la situation est améliorée. Mais à la fin de la journée, c'est de pouvoir garantir que la qualité de vie que nous menons
développe la vie autour de nous, Oui. mais n'écrase pas plutôt. Voilà. Impacte positivement. Et j'y revenais donc à cette expression aussi, se justifier, Emmanuel. Ok. Vous allez entendre dans des discussions, parfois souvent de couple, ou dans les relations interpersonnelles, je veux rester dans les relations interpersonnelles qui impliquent également que ce soit les relations de couple, fraternelles ou amicales, ça dépendra de ce qu'on veut mettre dedans. Alors, l'expression parfois entre deux personnes qui ont un courant de vie quand même assez large, qui revient trop souvent, c'est tu aimes trop te justifier. Partant d'un fait et que la personne essaie de, je vais reprendre l'expression, se justifier de la raison pour laquelle on en est peut-être arrivé là ou elle en est arrivée là. Et l'autre trouve que tu aimes trop te justifier. Alors j'essayais de dire, dans ma compréhension, vous allez me dire, vous êtes le spécialiste, que à ce niveau, ça pourrait être considéré comme une habitude. Et l'expression n'en aura plus sa place à ce moment parce que c'est une attitude qui est devenue habituelle, c'est-à-dire tout le temps se justifier, ne pas s'arrêter et regarder la situation en face et dire « Ah, sorry, I apologize » par exemple, sans toutefois chercher à expliquer un ensemble de choses. Et que parfois, se justifier normalement dans l'étymologie de l'expression, c'est vouloir expliquer les raisons. Ça c'est dans l'étymologie, il faut d'abord comprendre ça à la base avant d'aller employer l'expression, parce que c'est devenu comme étant une expression qu'on vous lance comme ça pour vous dire stop, arrête de bavarder par exemple, ou arrête de parler, arrête de me dire ce qui s'est passé. Et donc se justifier pour moi à ce moment-là, c'est laisser l'autre s'exprimer. Voilà. Laisser l'autre s'exprimer veut dire écouter. Écouter. Voilà, mais le comprendre. Oui, mais quand on dit tu veux déjà te justifier ou tu veux seulement te justifier, tu aimes trop te justifier. Ou tu aimes trop te justifier, ça veut dire que la personne estime déjà que vous aurez raison, que votre point de vue sera... Non, vous ne cherchez pas. Il a déjà ou elle a déjà l'impression que votre point de vue sera validant. Vous allez arriver à être convaincant. Et il n'est pas prêt à vous donner cette possibilité de toujours penser que tu as raison, a un sens qui garantit ton comportement. Donc le fait de toujours dire vous aimez trop vous justifier, ça veut dire que j'estime que à chaque fois vous avez raison et que vous avez des arguments pour avoir raison, des arguments convaincants pour avoir raison. C'est pas toujours le cas. C'est une réaction qui montre que vous êtes à une situation de faiblesse. Parce que la personne qui pense toujours qu'il a raison a le droit de le penser. Laissez la personne l'exprimer et voir dans quelle façon vous pouvez apporter la personne à voir ses limites. Si vous êtes celui qui peut l'amener vers un positionnement mieux, si vous pouvez l'appeler, pour l'accompagner à une position plus performante et plus réussie. Donc la phrase vient quand on a des difficultés, qui est le cas. L'absence de cette patience nécessaire d'écouter même les bêtises que l'autre va présenter. Et quand vous dites vous aimez trop vous justifier, c'est votre idée, c'est pas l'idée de la personne qui est en train de parler. C'est vous qui le donne cette définition. Ce n'est pas la personne qui est en train de parler. Et quand vous le donnez quand vous donnez cette définition, vouloir vous justifier au fait que la personne veut faire une explication, vous devez vous poser la question: pourquoi vous donnez cette catalogue, cette identité à sa désir de s'exprimer, au lieu de tout simplement écouter et de savoir ce qui va aboutir à la fin de son explication, qui est ce qu'on appelle dialogue. Mais l'impatience est ce qui domine de plus en plus, et donc ça fait en sorte que on a des prédispositions, on anticipe sur des choses et finalement on voit que certaines choses ne sont jamais traitées jusqu'à la conclusion parce qu'on n'a jamais écouté jusqu'à la fin, réfléchir avant d'agir. Alors là on est dans la définition de se justifier et l'exploitation de la justification dans les relations interpersonnelles. Maintenant on peut rentrer un peu dans l'attitude de la personne à toujours avoir tendance à se justifier, et souvent parfois au fil d'une remarque, au bout d'une remarque, ne s'arrête pas, c'est-à-dire au lieu de peut-être se justifier, dit ah, you're right, sorry, I apologize. Comme je disais, c'est l'autre qui dit que vous voulez vous justifier, l'autre veut juste dire ce qu'il veut dire. Non, là on n'a pas reçu l'expression, là on n'a pas envoyé l'expression tu veux te justifier. D'accord, là on a, je veux dire quoi, je vais peut-être te faire un reproche à ce moment-là, d'accord, peut-être d'être rentré tard, tu vois, et puis
voilà, tu dis, I apologize par exemple, sans toutefois chercher. Là, je rentre dans l'attitude de la personne. Oui, mais... À ne parfois pas s'arrêter et dire, bon, ça, et en réalité, je vais peut-être vouloir justifier. Normalement, il y a des raisons. On dit souvent qu'on arrive à un acte, c'est parti d'une raison, forcément. Oui. Et peut-être, pourquoi pas, à un moment, souvent s'arrêter et dire, I apologize, et puis, oui, mais si... life goes on. Oui, mais s'il y a une raison, pourquoi vous ne voulez pas écouter? Non, pas forcément vouloir pas écouter. Hein? C'est waouh. Je rentre dans l'attitude maintenant. Est-ce que j'allais poser la question, hein? Oui, oui. Est-ce normal d'avoir une attitude à vouloir always justify something? J'ai dit cette always justify, ce n'est pas la vie de la personne, c'est la vie de la personne en face. La vie de la personne. C'est en face, mais je dis que oui, c'est lui qui pense qu'il veut justifier. Mais si quelqu'un a quelque, si vous me reprochez et j'ai quelque chose à dire, écoute-moi, et après vous allez toujours dire que il y a 10 ans. Chaque semaine, on a des statistiques. Yeah. Vous avez, est-ce que vous avez possiblement une attitude de vouloir toujours vous justifier? Posez la question. Yeah, it becomes a problem. Non, jusqu'ici c'est un dialogue. Okay. Jusqu'à ce que vous pouvez amener la personne, parce que la personne peut-être est comme ce que vous dites, mais ne le réalise pas. Okay. Vous pouvez l'amener à le réaliser. C'est-à-dire vous pouvez amener des statistiques. Le mois passé, tel jour, vous êtes venu en retard. Voilà, je vous ai posé la question, pourquoi? Vous m'avez donné, non, vous avez donné telle raison. Voilà, vous avez donné telle raison. Hein. La semaine qui suit, 2 jours successifs, vous étiez en retard. Vous m'avez donné des raisons. Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un moment pour lequel vous pouvez dire que je suis un peu paresseuse? Est-ce qu'il y a donc c'est un dialogue. Ça c'est le ressource humaine et la personne. C'est des dialogues constructifs. Dans le cadre professionnel. Je parle du cadre professionnel et on peut l'amener dans tous les cas. Donc avant que vous arriviez à une certaine conclusion, vous devez faire un diagnostic à partir des statistiques et des faits où vous voyagez avec la personne. À ce moment, la personne a la possibilité de se regarder en face qu'effectivement peut-être ces jeux marchaient ailleurs, mais je suis à un endroit où tout est documenté et analysé. Je pense que vous n'avez pas des raisons. Vous avez plutôt un autre problème. Peut-être vous n'arrivez pas à vous lever tôt, par exemple. Peut-être vous n'êtes pas... vous ne prenez pas au sérieux votre travail. Peut-être en route, vous pouvez vous arrêter, causer avec des amis, ainsi de suite. J'aimerais que vous analysez toutes ces options et me dites, mais une chose est certaine, par exemple, selon les règles de travail ici, vous avez passé la phase où vous êtes pris au sérieux en tant qu'employé. Parce que ce comportement, regardez, si ça continue comme ça, voilà ce que vous risquez. Tout à fait. À ce moment-là, vous mettez la personne devant ses réalités. Voilà. Donc, justifier ou pas justifier. De faire travailler sa conscience maintenant. Oui, donc toutes ces capacités. Véritablement, un ensemble de choses change en réalité. Oui, toutes ces capacités. Mais là, ça interpelle notre conscience, j'allais le dire, vraie conscience. Honnête, c'est-à-dire, ok, je suis honnête avec moi-même, je reconnais que c'est parce que je dors peut-être trop que j'arrive tout le temps en retard. Devrais-je me réveiller maintenant beaucoup plus tôt? Ça interpelle, ça ramène à changer certaines attitudes. Oui, quand vous parlez de conscience, c'est un mot. Tel que ça se manifeste en chacun de nous, c'est autre chose. Une chose, c'est un des rapports. Ça aussi. Voilà. C'est compliqué les relations. C'est pas compliqué. Si, Emmanuel. Non, parce qu'à un moment, si on parle de conscience, dans sa définition de mot, d'accord, et que dans la manifestation, c'est relatif. On peut manipuler cela. C'est vrai. Je peux manipuler l'aspect conscience parce que j'ai une capacité de jouer avec des situations pour toujours me plaire ou à faire dans mes habitudes au lieu de changer une habitude qui n'est pas très adaptive à une nouvelle situation. Donc, c'est pour ça que je dis, dans des relations, il faut qu'il y ait des règles. Écrit ou non écrit, il faut qu'il y ait un understanding, comment ces relations doivent marcher, tout simplement. Et donc, à un moment où il y a des malentendus, on va se référer directement à des normes qui régissent cette relation. C'est tout simplement quoi. Donc, peu importe ce que vous allez donner comme justificatif, monter, descendre, on va regarder, voilà ce qui te permet de mériter ces relations. Et je vois que vous avez des difficultés ici et je ne suis pas dans la capacité d'accommoder ou de modifier les règles. S'il y a des raisons pour que je modifie des règles, on revient sur la table de dessin et on revoit les règles. Et puis, on peut incorporer un nouveau aspect qu'on n'avait pas pensé qui nous permet. Mais dans le cas où je suis dans l'incapacité de le faire, vous serez obligé de vous adapter à cela. Bien sûr. Voilà. Et là, on est parti du sujet qui n'est pas le nôtre, mais qui est essentiel, parce que faisant partie des relations
faisant partie de la bonne santé des relations interpersonnelles, il a fallu qu'on en parle aujourd'hui. Effectivement, vous êtes forcément reconnu dans l'une de ces choses. Et donc, revenons à notre sujet qui est le code homme, les amis. Depuis la base, ça fait des semaines aujourd'hui qu'on en parle. On se dit, quel est ce code-là qui nous amène à avoir des attitudes qui parfois peuvent être étranglantes pour notre vie, pour notre épanouissement finalement. Et donc, on se rend compte que ça commence depuis petit. C'est les influences, l'environnement dans lequel on vit et dans lequel on nous met. Donc, on finit par forcément vivre dedans. Et les rencontres, la relation même avec les parents, ce qu'ils mettent dans ce qu'ils appellent règles. Emmanuel parlait tout à l'heure d'établissement des règles. Est-ce que finalement ces règles-là, à la fin, ne font pas de nous ce que nous allons devenir, qui ne puisse pas être compatible à ce que nous devons être, on l'a compris à la fin, et les classifications dans lesquelles la vie nous a mis, c'est-à-dire que fort, faible, riche, pauvre, intellectuel, idiot et tout, un ensemble des choses quand même qui font qu'à un moment on manque de confiance en soi et on en meurt à petit feu. On l'a vu quand on arrive à la phase adulte avec Emmanuel. Et donc l'affirmation prend le dessus. Maintenant, sur le sens négatif de l'affirmation, parce que ça a des effets négatifs, ou le sens positif, tout dépend de comment vous avez appréhendé la chose. Ça, c'est un peu en résumé notre parcours. Aujourd'hui, on reste dans la phase... Comment résoudre le problème, et on va voir qu'avec tout ce qu'on a fait, mais il y a quand même un constat qu'on doit faire encore, qui nous ramène sur le travail qu'on a fait depuis quelques mois, qui essaie de résumer. Nous sommes dans le travail, la publication de Guy Cano, Père manquant, fils manqué. Père manquant, fils manqué, c'est un ouvrage que je vous conseille de lire parents comme élèves. Donc, comme enfant. Voilà. Donc, quand le père est manquant, le fils est manqué. Et donc, dans son travail, il y a le docteur Walod Hubert, professeur de l'Université de Québec, devant le Parlement, s'étonne de l'absence d'une commission de la santé mentale. Et donc, devant la commission de la santé mentale, il s'étonne de l'absence d'un conseil de conditions masculines. Donc, comme par les conditions féminines, il s'étonne qu'il n'y avait pas un commission qui s'occupe de la condition masculine devant les parlements québécois. Et dans ça, pour appuyer sur sa réflexion, il fait le constat suivant. Dans l'enfance et l'adulte, on a plus dans les hommes que les femmes les retards mentaux. Il y a des troubles de conduite plus chez les hommes que les femmes. À l'enfance et l'adolescence, des troubles de l'attention associés à l'hyperactivité, hyperactive disorder. Nous avons des troubles de l'hyperanxiété, les difficultés schizoïdes. Nous avons des tics transitoires et des fois chroniques, plus dans les garçons que les filles. À l'adolescence? Oui, l'adolescence à l'enfance. Les bégaiements, les anérésies, les incomprésies fonctionnelles, donc tu urines ou tu fais la défécation n'importe quand sans vous rendre compte, du somnambulisme et des terreurs nocturnes, l'autisme plus chez les garçons que les filles, des troubles de développement persistants spécifiques comme la dyslexie. Et chez les adultes, en tant que médecin, et les statistiques révèlent, on a plus de troubles de personnalité paranoïde, compulsive et antisociale. En prison, on a plus des hommes que des femmes. Tout à fait. Nous avons plus de problèmes de transsexualité et d'homosexualité et de pervers sexuels chez les hommes que chez les femmes. Donc, tous ces éléments étaient une raison pour qu'on commence à réfléchir sérieusement comment agrandir l'homme. Quelles sont les conséquences de la façon dont il a grandi. Ses rapports avec lui-même. On a parlé qu'il y a beaucoup plus 4 sur 1 des tendances et des actes suicides des garçons. 1 sur 4. Non, c'est-à-dire plus de femmes, garçons que de filles. Donc pour un fille, il y a 4 garçons. Et nous avons constaté que cela explique qu'il y a un problème. Et c'est là où la réflexion sur le code d'homme, comment l'homme a grandi. Et le constat était clair. L'homme a trop de difficultés pour nouer des relations avec ses pères garçons. Et ça commence à la jeune enfance. Et le diagnostic était clair. Le garçon a reçu plus
moins d'attention sentimentale, émotionnelle, de cajolement en tant que bébé que des filles. Et encore, physiologiquement, le corps calleux, cette partie du cérébrum, du centre du système nerveux, le système nerveux central, qui est sensible au développement émotionnel, à la sensibilité émotionnelle, est petit chez l'homme, est moins stimulé parce que les parents n'ont pas donné. Et on sait qu'on donne des cadeaux fusils à un garçon et des jeeps, et on donne des poupées, des fleurs et des choses plus sensibles, sensuelles. À prendre en charge. À prendre en charge par aux filles. Voilà, aux filles. Et donc aujourd'hui, nous sommes des hommes qui posent problème dans la société. On ne veut pas admettre parce que partout on prend des décisions. On dit qu'on est macho, on est ceci. On utilise ça comme des signes positifs parce que l'agressivité, être intimidant, c'est quelque chose. On voit les sports hommes sont beaucoup plus des sports tendance agressive, de dominance, de montrer le pouvoir, la force. Les sports féminines deviennent de moins en moins. Il a pris du temps pour que les filles jouent le football parce qu'on estime que c'était trop agressif pour des personnes porcelaines et délicates. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des amitiés chez les gars. Nous, on a trop souffert parce qu'on n'a pas su admettre que on a besoin d'un copain, un garçon qui est quelqu'un sur qui on peut tourner le dos. Comment faire? Mais on en a. Non, on n'en a pas. J'allais poser la question, j'allais juste vous amener à pouvoir mettre la lumière. Parce que quand je dis on en a, beaucoup de personnes en ce moment se sont exclamées comme moi, on en a. Mais je veux dire quoi, les données révèlent quand même que ce que nous avons en ce moment nous servent plus à l'affirmation qu'à nous sommes en train à la reconsidération, à l'affirmation d'une illusion, de quelque chose qui n'existe vraiment pas, parce que nous avons des problèmes vérifiés. Nous voulons nous adresser à ce problème parce que nous pensons qu'on en a marre et personne ne va nous aider. Et il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et même ceux qui vont nous aider, qui sont forcément nos conjoints, les femmes, on ne les fait pas confiance. Donc, ou bien notre attitude encore empêche qu'eux, ils ont un mot à dire en ce qui concerne les affaires des hommes. Alors aujourd'hui, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, les constats sont très clairs. Et il y a un écrivain qui a travaillé beaucoup sur cette relation, en suivant ses propres problèmes. Il s'appelle Stuart Miller. Dans les années 60, il a écrit un livre sur Men and Friendship, les hommes et l'amitié. Et il a cité le travail de quelqu'un de très célèbre dans ce domaine qui s'appelle Willie Miller. Willie Miller, c'est un autre. Et Willie Miller dit, on peut apprendre aux gens à jouer le football. On peut apprendre à un médecin à retirer l'appendice, mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Et il a dit que s'il y a quelque chose d'esthétique dans la recherche d'une amitié avec un homme, ça se trouve dans le fait, dans le vécu, jamais dans l'effort. C'est-à-dire, c'est tellement pénible de pouvoir nouer une relation. Mais il dit, quand tu finis par réussir à avoir un homme comme ami, comme pote, véritable pote, c'est esthétique, c'est beau. Donc quand on voit ce qu'on a comme trophée à la fin, je pense que ça vaut la peine de faire l'effort. Mais il continue à nous faire comprendre que c'est assez complexe. C'est tellement complexe comme toutes les grandes réalisations de la vie, pas seulement la réussite d'une amitié entre les hommes, que de fois tu penses que c'est un acte divin quand tu finis par voir un véritable ami. Tu penses de fois que c'est un hasard. À un moment donné, tu dis que c'est une grâce de Dieu. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser attendre dans la méditation qu'un jour notre part de grâce tombe. Il a dit non, il y a des choses que nous pouvons faire. Mais un autre très grand érudit, Ralph Waldo Emerson, c'est quelqu'un que je vais encourager tout le monde d'entrer dans Google. Waldo Emerson, c'est un Américain qui a influencé le 19e siècle. C'est un abolitionniste. C'est ces personnes qui ont commencé à attaquer des valeurs humaines, surtout liées à l'esclavage et la vivre en communauté. Et l'influence des grands lobbies, comme des fois la religion, comme la politique. C'était un philosophe. Et Waldo dit, entourez votre amitié avec des cérémonies et le respect. Vous savez, les femmes ont ces réflexes plus faciles d'accueil. Le premier rendez-vous, ils ont une robe, ils ont une coiffure, ils ont un parfum, ils aiment même choisir le lieu. Le jour qu'elle va te recevoir chez elle pour une première visite de sa concession, elle va changer les nappes de table, elle va vous servir dans un plat assez particulier. Il y a des choses
qui joue un rôle très, très, très spécial. Donc, les femmes ont plus ces réflexes des cérémonies et le réflexe de l'attention. Donc, quand Walda dit entourez vos amis avec des cérémonies et le respect, ça veut dire que l'homme a une tendance de bricole. Il ne sait pas la culture des petits soins. Ça se comprend, ça se comprend. On n'a pas eu ça quand on était enfant, oui, mais on a appris, et le cerveau c'est un organe évolutif. On a expliqué que le girafe a un cou long parce que les zèbres étaient finis en bas. Il a fallu qu'il cherche en haut, et avec le temps, son cou a allongé pour qu'il survive. Ça veut dire que génétiquement, on ne peut pas prouver que il a le long cou. Alors, ça veut donc expliquer ce que vous avez dit à la base, qu'on peut apprendre à jouer au football, on peut apprendre à aller enlever un truc, mais s'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, par exemple, on peut apprendre pas à l'école, voilà, on l'apprend en le faisant, en acceptant nos erreurs, parce que c'est l'échec qui est la première chose. Donc, on a continué à travailler et on a dit quoi? On dit que il est important que nous osons, parce que l'échec ne doit pas être un aspect limitatif. Pour cela, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Poser la question, qu'est-ce qui a marché pour nous dans le passé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Assois-toi quand même, prends un bout de papier, essaie de regarder. Combien de fois vous avez fait l'effort? Jamais fait. Et allez le faire au moins. On ne sait jamais. Et voyons ce que ça donne. Ok, j'ai fait 10 fois, ça a échoué 10 fois. Les 10 fois, ça s'est passé comment? J'étais où? C'était avec qui? Comment je l'ai fait? Qu'est-ce qui était ma motivation? Ainsi de suite. Comment le monde s'est senti à ce moment-là? Oui, tout à fait. Ok, là où vous êtes disparu à cause du fait que tout ça n'a pas marché. Donc, faites un petit constat sur votre carrière. Ça, c'est un travail individuel. Mais à un moment donné, on peut demander de l'aide parce que c'est pour ce que nous sommes ici. On est ici pour partager des outils pour que ça puisse aider. Donc, il est clair, on est tous d'accord qu'on va faire des amitiés, des vraies amitiés hommes. Qu'on va chercher à trouver des gens avec qui on peut se confier, en sachant que des fois ça peut marcher et que ça ne marche pas. Et que le fait que ça ne marche pas n'est pas une raison pour qu'on abandonne. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un certain nombre de choses. On va dire quoi comme question? Quoi? 2. Qui? Il faut écrire. 3. Quand? 4. Où? Et finalement, comment? Ah ben, ça répond, c'est comme du journalisme. Hein? Oui. Et finalement, comment? C'est les premières règles pour, tout à fait. Pour rédiger un article. Oui. Et comment? Donc, oui, mais c'est un article qu'on va rédiger. C'est-à-dire, on va vouloir créer un rapport définitif, permanent, utile, constructif, sur laquelle on peut se tomber de temps en temps pour rebondir en cas de challenge dans la vie. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez dans l'amitié? Un ami de bière. Voilà, quelqu'un... Un bon conseiller. Voilà. Quelqu'un qui peut vous amener à vous développer. Est-ce que nous voulons quelqu'un par laquelle on peut voir un meilleur qui nous sommes, par laquelle on peut définir une meilleure dimension de nous-mêmes, qui soit un modèle, à même de nous ramener à chaque fois. À chaque fois. C'est quelqu'un qui nous, quelqu'un qui nous inspire. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous admire? Peut-être c'est quelqu'un qui nous admire et qui estime qu'on mérite faire partie de leur groupe. Quels sont des éléments par lesquels nous allons trouver ces réponses? On va commencer à réfléchir sur, avant qu'on se retrouve mercredi, qu'est-ce que nous cherchons? What are we looking for in a friendship? C'est cet élément qu'on va réfléchir là-dessus. Il y en a certains qui sont moins altruistiques, c'est-à-dire, ça peut être pour les affaires, peut-être pour les bénéfices financiers, pour des relations, des connexions d'affaires, pour développer son image de marque et pour s'afficher mieux dans la société, peu importe. Commencer à faire la liste et on va essayer d'analyser comment cela peut être notre premier élément avant d'entrer sur le deuxième qui est qui nous cherchons, ainsi de suite. Ah, et ça commence par le quoi? Oui, qu'est-ce qu'on cherche? Et ça va nous amener à qui pour faire le job? Merci Emmanuel. Thank you very much. Alors qui pour faire le job? C'est lui. Et ce sera mercredi déjà. Pourquoi? Pour nous développer davantage, nous amener à être, à nous connaître finalement nous-mêmes. J'adore ce métier, Emmanuel. Thank you. Je vous dis, ce week-end, j'ai pensé à ce métier, j'ai dit, j'ai la chance de faire ce pourquoi je suis passionné. Parce que je suis tellement, curieux que j'aime toucher à tout. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai tout le monde. Oui. Ça veut dire que je suis à toutes ces écoles et je suis diplômé de toutes ces écoles. Donc j'ai toutes ces compétences. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve
Demain à 7h pour une autre matinale, retrouvez cet entretien sur notre page YouTube STV Cameroun au cours de la journée, d'accord, et partagez avec tout le monde et que le message passe. On sera là justement pour continuer sur ce sujet. Mercredi après 8h30, passez une bonne journée. Je serai avec vous ce soir 21h pour une émission de sport, c'est du basket 100% camerounais. Ça s'appelle Temps mort. À tout de suite.